Minister, recognize the member from Kent North. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à la ministre, bienvenue à l'équipe qui l'entoure. Oui, le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé depuis aujourd'hui, que je suis reconnu, mais j'attends encore la paye qui m'est due pour mes années de service. Mais blague à part, Madame la Présidente, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Je fais référence, je pense que la ministre semble confuse, je fais référence à la période de questions où votre ministre de la Santé m'a appelé l'ancien ministre de la Santé. Fait que c'était une blague, c'était pas... ouais, c'est ça. Ouais, juste pour clarifier la chose. Merci d'être ici. Ma première question est assez simple. J'aimerais que la ministre nous étale vraiment la justification pour ne pas mettre en place un plafond des loyers. Il est question de plafond des loyers, il est question de ne pas avoir un plafond des loyers. Donc, je veux essayer de comprendre une fois pour tout, parce qu'il y a eu des informations à gauche et à droite. J'aimerais comprendre pourquoi ne pas mettre en place un plafonnement de loyer. Thank you. I got him. Okay. Through the chair to the member opposite, I have maybe, anyway, I think I've been pretty clear about why we didn't extend the rent cap, because it was a temporary measure that we introduced last year. Our goal is to have a balanced approach to housing here in New Brunswick, and that balance is not only protecting tenants but also respecting the important role that landlords and developers have in the housing spectrum. And the goal is to have a balance between the two. And as we've read in the press, a rent cap can be a blunt instrument. And so I'm going to just go through some of the changes that we have made to enhance the protections that tenants currently have in New Brunswick. We've made, with this proposed amendment, 3 amendments in the last year to the Residential Tenancies Act to enhance protections for tenants. In December of last year, we introduced changes to legislation that limit rent increases to once every year and prohibit rent increases within the first year of a tenancy. We increased the authority of the Residential Tenancies Tribunal to allow it to review all rent increases, not only those on long-term tenancies. And when they review these rent increases, they do it to ensure the new rent amount that the landlord is proposing is comparable to market value for similar units in the geographic area, which means the review is for a specific unit, in a specific condition, in a building,
considering its condition and considering other rental units within the geographic area. And all that is taken into consideration when the Residential Tenancies Tribunal reviews a proposed rent increase. At that time, we also increased the notice period for a rent increase to 6 months from the 3 that it had been originally. And this is to give tenants more time to adapt if a rent increase is proven justified. And at this time, we introduced the giving tenants 30 days to apply for a rent increase review instead of the 15 days it was at that time. Now, granted, this new proposal then would extend that, double that again to 60 days to give them even more time to come back to the Residential Tenancies Tribunal and ask for some assistance. And then we also took care of some administrative steps to try to remove barriers for landlords and tenants when they are applying for a review. In January of this year, we introduced more changes. One that everybody's been talking about for the last, since I've got put in place, is the rent cap. So we implemented a temporary rent cap from January 1st of this year to December 31st of this year. And that was at 3.8%, which was 2021's CPI, Consumer Price Index, in case people don't know what that acronym is. At that time, so in January last year, we also limited landlords' right to terminate tenancies for one of 4 acceptable reasons. These reasons are: a family member is going to be moving into the unit in the building, the landlord is going to perform extensive renovations that require the unit to be vacant, the space is going to be converted into a non-residential premise, and the final reason is that if a person that's living in the unit is employed by the building owner as a superintendent, and that employment has ended, then that landlord can evict the tenant. We also included changes that let tenants apply for compensation if their tenancy was terminated unlawfully. And we also introduced fines if a landlord terminates a tenancy in bad faith. And then what we are currently debating is 2 additional changes. The first being the 60 days, which I mentioned previously, and the second, that if the Residential Tenancies Tribunal officer does deem the rent increase justifiable, it gives the authority for the Residential Tenancies Tribunal to require that that rent increase occur over more than 1 year, so up to 3 years. So it could be distributed out over 3 years. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup à la ministre pour la réponse. Quand on parle d'équilibre, c'est une définition qui peut être assez large. Et donc, est-ce que c'est réellement un processus équilibré? Moi, voir l'état dans lequel se trouvent certains de mes citoyens face à des augmentations ou à des stratagèmes qui sont utilisés par des acheteurs, je trouve pas encore que c'est équilibré. Lorsqu'on parle d'avoir enlevé le plafond de loyer, le plafonnement de loyer, les économistes, dont M. Saillant, dit encore que ça a un rôle important à jouer. Ce n'est pas à lui seul la seule chose qui doit être mise en place, mais ça a un rôle important à jouer. Et en fait, M. Saillant argumente que dans une approche équilibrée, il y aurait un plafonnement des loyers. Ce que la ministre refuse de remettre en place. Donc, vous m'avez justifié, ou vous m'avez
élaborer ce qui a été fait, mais vous ne justifiez pas pourquoi il n'y a pas de plafonnement de loyer. Ben, en fait, ça n'a pas affecté les constructions. Ça n'a... et c'est ça, ça n'a pas affecté le nombre de constructions. On a vu cette semaine dans un article, c'est assez clair que c'est en augmentation. Et au niveau des économistes, ils disent que c'est encore nécessaire dans une approche équilibrée. Ce qui n'est pas pris en compte dans la décision ou n'importe quelle décision du tribunal, c'est la capacité de payer des locataires. Donc, ce qui peut sembler justifiable et équilibré pour certains peut sembler non justifiable et déséquilibré pour d'autres. En fait, je dirais même que le tribunal ne remplit pas toujours son rôle. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma circonscription, il y a un cas en particulier où il y a raison de croire qu'un acheteur, une grande corporation ontarienne, qui a énormément de ressources, qui comprend comment trouver chaque petit loophole, comme ils disent en anglais, à leur avantage, tandis que les citoyens, les locataires, n'ont pas ces ressources-là. C'est des gens qui ont des ressources limitées, n'ont même pas de l'argent pour aller voir un avocat pour les défendre. Et j'ai parlé de ça en deuxième lecture, où ces locataires-là se sont fait flouer. Le propriétaire actuel, ou l'ancien propriétaire d'il n'y a pas longtemps, de très bonne foi. Je ne pense pas que c'est la personne à blâmer dans cette histoire du tout. C'est un bloc appartement qui a appartenu pendant longtemps. Il s'est fait dire par l'acheteur que pour des raisons techniques, il fallait faire signer un nouveau bail avec des nouvelles conditions à ses locataires. C'était juste pour que l'achat passe, puis tout ça. Et on sait que l'agent immobilier a participé aussi à flouer ce message-là. Donc, l'ancien propriétaire, une personne extrêmement respectée par ses locataires, a été voir, eux autres savent, c'est une personne qui est vieillissante, il est à la retraite, ça devenait un fardeau de s'occuper d'un bloc appartement, c'était difficile. Donc, par respect de cette personne-là, tous les locataires ont signé le nouveau bail. Puis lorsque les locataires ont fait une plainte au tribunal, le tribunal s'en est lavé les mains. On dit, il n'y a rien qu'on peut faire, il y a un contrat qui a été signé. Le contrat a été signé. Donc, la raison que je parle de cette histoire ici... Member, can I get you to hang on just 1 second? There's just no translation. Oh, Good? Yep. Okay, go ahead. OK, merci. Donc, la raison que je parle de cette histoire ici, je ne sais pas où est-ce que j'ai été rendu quand ça a coupé, là, en espérant que vous n'avez pas trop manqué. Mais ce que je suis en train de dire, finalement, c'est que le tribunal s'en est lavé les mains et a dit, il n'y a rien qu'on peut faire, il y a un contrat de signé maintenant. Mais quand on regarde l'histoire, tu le sais. Tu le sais que ces locataires-là se sont fait flouer. Ils ont tombé entre des cracks. Là, sont imposés une augmentation de salaire de 100 %. Et ces locataires-là n'ont plus de recours. Et donc, il y a certains des locataires qui ont dû sortir du bloc appartement, puis il y en a d'autres qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Un plafonnement de loyer, par contre, protégerait l'ensemble des gens. Ça fonctionne ailleurs. Et donc,
la question d'être équilibré, je pense que c'est une question qui est quand même ouverte à débat. Et la raison que je voulais amener cette histoire-là, c'est justement pour faire le point que le tribunal ne remplit pas toujours son rôle. Donc, en sachant que la construction n'a pas été affectée par un plafonnement de loyer, en sachant que les économistes disent que ça fait partie d'une solution équilibrée, je demande, je sais déjà la réponse, mais j'espère qu'elle va changer, c'est pour ça que je le demande de nouveau. Les gens du Nouveau-Brunswick, les citoyens du Nouveau-Brunswick ont besoin d'un plafonnement de loyer. Ça fait partie, c'est à la base d'une stratégie équilibrée. Est-ce que la ministre, en sachant que les informations qu'elle a utilisées pour prendre sa décision n'étaient pas les bonnes, est-ce qu'elle peut nous assurer aujourd'hui qu'un plafonnement des loyers s'en vient rapidement? Through the chair to the member opposite, there was a lot in that, a lot of different topics that you brought up in what eventually became your question. I think, and this is something that I debated with the member from the official opposition, part of this is a philosophical difference that we have on how to approach the problem that we have at hand. And it's imperative that we balance both the tenants' needs and the landlord's and development needs. And while I quoted one number, which is an indicator of future building, which would be building permits, which in fact are down this year, there are, and I think you can agree, the housing market and the housing spectrum is extremely complicated, as just as evidenced by 3 improvements to the Residential Tenancies Act to better protect tenants. And the role that I've been asked to play requires trying to balance both of those needs. You talk about a landlord, I presume, in your riding, and you talked about them from being outside of New Brunswick, a very large landlord that arguably is probably quite sophisticated. And, you know, you did talk about other jurisdictions have rent caps. This is accurate. It's about 50-50 in the provinces in Canada. But a number of them, even that they do have rent caps, have an above cap application system. So it's a cap, but it's not really a cap. And then you're talking about these large landlords that are sophisticated. They can figure out how to, you know, provide the information required to support their request to go above the rent cap. You also talked about a story around how one economist in New Brunswick feels on the rent cap issue, but I argue you could find just as many economists, more, that do not believe that rent caps work. And I've got lots of those articles as well. So it's just a demonstration of how complex this issue is, and then you can find data to support both sides, rent cap, no rent cap. So I'll say again that we
are being nimble and making changes that are necessary to ensure a balance between landlords and tenants. And probably you and I will be philosophically on a little bit of a different side of what we think is the right answer. But I will say, I'm listening. So, you know, we had a great debate back and forth with my critic from the official opposition. He and I are slightly different philosophically, but I think I demonstrated there as well that I am listening and taking all the information that's provided to try to make that balanced approach between the tenants and landlords, and I will continue to do that. Merci. Mais la construction n'a pas été affectée. Il y a plus d'unités qui sont en construction en ce moment qu'il y avait l'an passé. Par contre, il y a des citoyens et des citoyennes du Nouveau-Brunswick qui ne peuvent pas trouver de logement ou qui tombent dans les cracks du tribunal, comme que j'ai essayé de vous le démontrer avec mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans ma circonscription et c'est un problème qui est arrivé à des citoyens de ma circonscription et qui ont tombé dans les cracks des solutions que vous avez mises en place. Et à ma connaissance, vous êtes la ministre responsable du logement et donc vous êtes accountable pour les actions de votre ministère. Et donc, c'est pour ça que j'ai partagé cette histoire-là, parce que c'est pas aussi facile de dire que le tribunal est là. Appelez le tribunal, appelez le tribunal. Le tribunal n'est pas toujours là. C'est ça le point que je voulais faire. Je comprends que le spectrum que vous utilisez, le nouveau mot qui est utilisé beaucoup, est large, mais il y a une crise. Et la crise, elle n'est pas équilibrée. La crise n'est pas dans la construction de logements. La crise n'est pas que ces grandes entreprises-là n'ont pas d'argent pour investir. La crise est chez les citoyens et les citoyennes qui ne peuvent pas se trouver de logement ou qui voient des augmentations qui dépassent leur capacité de payer. Et donc, il n'y a pas d'équilibre. C'est penché. Et pour cette raison-là, un plafonnement des loyers rééquilibrait la chose. Surtout dans la situation actuelle. Un investissement massif en logement abordable et social serait aussi important. Fait que ça, c'était pour répondre à la ministre. Je ne sais pas quoi demander d'autre comme question parce qu'on reçoit toujours les mêmes réponses. Et ces réponses-là, moi, je vois sur le terrain, puis je suis obligé de dire à mes citoyens qu'il n'y a rien qui va vous aider. Le gouvernement fait des petits changements administratifs qui essayent de démontrer qu'ils font quelque chose, mais que pratiquement, il n'y a pas d'aide pour vous autres. Puis je suis vraiment tanné de dire ça à mes citoyens. Je suis extrêmement tanné de dire ça à mes citoyens. Parce que quand on regarde les données, le sans-abri, ça augmente. Des gens qui ne peuvent plus payer leurs billes, ça, c'est en augmentation.
Donc, Madame la Présidente, je vais m'arrêter là. On sait que ce projet de loi ici est malheureusement dans une autre motion qui nous limite dans le temps. J'ai entendu beaucoup des réponses qu'elle a données à mon collègue. Je connais la position du gouvernement sur cette question ici. Ma seule question vraiment pour la ministre aujourd'hui, c'était avec les révélations, avec l'information qu'on sait aujourd'hui, que selon moi, démontre le besoin d'un plafonnement des loyers. Est-ce que la ministre allait reconsidérer ça? La réponse est claire, c'est non. Et donc, Madame la Présidente, j'ai malheureusement plus de questions et beaucoup d'inquiétudes pour les citoyens et les citoyennes de ma circonscription, mais de d'autres circonscriptions aussi, qui ne trouveront pas leur compte dans ce projet de loi ici.